Aujourd'hui, dimanche 2 septembre 2018, vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio Gadek Betawe FM 88.5 et vous suivez votre émission hebdomadaire Betawe Actualité. Alors Betawe Actualité reçoit ce matin un invité de taille, un homme de développement en la personne de M. Boubacar Siddiké Sankaré. Alors M. Boubacar Siddiké Sankaré donc est le coordonnateur en fait de plusieurs associations de développement donc dont La Voix mais aussi Ambekoun, avant Ambekoun ICD Afrique et ICD Tambacounda. En tout cas avec M. Boubacar Siddiké Sankaré, nous allons bien entendu discuter donc des partenaires de La Voix, les finances, mais aussi les cibles et les domaines d'intervention. Et bien entendu, si le temps nous le permet, nous allons parler de l'actualité locale, nationale et internationale. Alors, ce qui est en vue, c'est surtout la coopération sino-sénégalaise, donc avec le forum de Beijing, mais aussi on pourra discuter, bien entendu, si le temps nous le permet, de l'autonomisation des femmes, de l'immigration clandestine. Alors, il y a des jeunes Sénégalais en détresse sauvés de justesse au niveau de la Méditerranée. Alors, au niveau de l'éducation, il y a le taux du bac 28% également qui refuse de grimper au niveau de l'académie de Tambacounda. Alors, on rencontre également les noyades récurrentes au niveau de nos plages, les enfants de la rue, la mendicité, mais aussi le vol de bétail ici au Sénégal. Bonjour, Monsieur Siddiké Sankaré. Bonjour. Alors, en tout cas, ça a été un honneur, le fait que vous ayez accepté de venir répondre à notre invitation. Alors, je vais vous donner l'occasion de saluer, en fait, nos auditeurs. Bonjour, M. Kébé. Donc, à mon tour de saluer tous les auditeurs de Betawe FM, une radio qu'on apprécie parce que souvent, j'écoute aussi les émissions qui s'y déroulent. Donc, en saluant les auditeurs, je salue aussi toutes les autorités de cette radio, notamment notre doyen Alassane Guissé, dont je vais parler un peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau, c'est grâce à son appui aussi. Et je vois qu'il continue toujours dans cette créativité à travers cette radio, qui occupera sa place, j'en suis sûr, dans le créneau des outils d'information de cette belle région de Tambacounda. Alors tout à l'heure j'ai parlé de coordonnateur, mais réellement quel est le terme en fait qui s'y est concernant La Voix? Vous êtes président, coordonnateur ou bien quoi vous êtes? Voilà, dans cette vie, cette petite courte vie professionnelle que j'ai eue, il faut dire que en 2000 j'ai été appelé par le directeur de l'ARD de Tambacounda, M. Abdelaziz Tania, que je remercie sincèrement au passage, et qui nous a mis vraiment dans un milieu professionnel en nous ouvrant vraiment les voies du développement. Et c'est dans cette logique qu'avec des jeunes du quartier Plateau, nous avons mis en place l'association La Voix. L'association La Voix, les jeunes m'ont élu président, et depuis le 15 avril 2006, je préside aux destinées de cette association. Donc, au niveau de La Voix, je suis le président. Et en 2005, avec des partenaires français qui étaient venus en mission de suivi dans la région de Tamba, notamment M. Henri Dalbiès, il a proposé de créer ICD Afrique. Donc, après la création d'ICD Afrique, j'ai été coopté aussi pour faire partie de cette belle organisation. Et j'ai pu piloter vraiment tous les projets qui se déroulent au Sénégal aujourd'hui, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, en tant que directeur national. Félicitations, Monsieur le Président, mais on voudrait faire votre connaissance plus amplement. Alors, qui est Boubacar Siddiké Sankaré? Voilà, donc juste avant je vais terminer par Ambekoun Solidarité. Donc en 2010, nous avons créé l'association ICD Tambacounda, qui par la suite est devenue l'association Ambekoun Solidarité en 2016. Et donc voici un peu les organisations dans lesquelles je m'active avec
des camarades, des collègues, vraiment des bénévoles pour impulser un peu le développement. Qu'est-ce qui a permis tout cela? Je pense qu'il faut revenir en arrière sur mon cursus éducatif. J'ai fait mon école primaire à Kandjura Nova, qui était l'ex-école Nord. Et après Kandjura Nova, je suis allé au collège Thierno Suleiman Anne, TSA, plus connu. Et après TSA, je suis allé au lycée Mam Cheikh Mbaye. Donc après le bac, 3 ans après, je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai fait la faculté de droit. Et c'est en année de maîtrise que j'ai rejoint Tamba pour vraiment participer à cette belle aventure de l'Agence régionale de développement qui a été mise en place par M. Tandian à l'heure actuelle. Merci, Monsieur le Président. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un ancien du lycée Mam Cheikh Mbaye, mais sûrement vous avez eu à faire peut-être une visite au niveau donc, de ce temple du savoir, mais pratiquement qui est délabré. Alors, vos impressions? Il ne se passe pas un mois sans que je passe devant ce lycée 2 ou 3 fois. Et ce que je dis souvent aux élèves, parce que ce sont nos gosses maintenant qui sont là-bas, je leur dis, nous, quand on était dans ce lycée, c'était très beau. Il y avait la verdure, il y avait la propreté, il y avait l'organisation, c'était très bien. Mais bon, il faut comprendre, moins il y a de monde, c'est plus facile à gérer. Plus il y a de monde, les difficultés de gestion apparaissent. Donc c'est la gestion vraiment du lycée qui pose problème. Qui pose problème, compte tenu des effectifs qui augmentent chaque année. Mais aussi il y a le facteur temps. Parce que ça a duré. Le facteur temps, c'est vrai, mais ce facteur temps impacte surtout sur le manque d'entretien des infrastructures. Parce que s'il y a un programme d'entretien de ces infrastructures et équipements, le facteur temps n'aura pas d'effet sur ce qui existe. Mais maintenant, à l'immédiat, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le lycée Mam Cheikh Mbaye de Tambacounda? À mon avis, je pense que, si je ne me trompe, les autorités de ce lycée doivent avoir un plan de réhabilitation de cet établissement. Donc, ok. Allez-y. Oui, allez-y. donc c'est ce plan, s'il existe, il faut trouver les moyens techniques et financiers de l'exécuter. S'il n'existe pas, il faut vraiment s'engager à élaborer ce plan de réhabilitation et qu'on puisse trouver des partenaires techniques et financiers, l'État en tête, pour pouvoir réhabiliter cet ouvrage qui a été donné par ce mécène Sidi Limbaye, je pense. Voilà. Alors, vous avez eu à faire également les beaux jours du GADEC avec M. Alassane Guissé. Alors, vous vous rappelez? Alassane Guissé, je l'ai connu par l'intermédiaire du directeur de l'ARD. Parce que quand j'ai démarré en 2000, c'était vraiment la plus grosse ONG de Tamba. Okay. Donc personne ne pouvait ne pas connaître le GADEC. Et ça m'a plu. J'ai beaucoup approché le GADEC pour apprendre. Pour apprendre qu'est-ce que c'est que le développement. Je me rappelle Feu Sankoum, vraiment que la terre lui soit légère. J'étais là tous les jours. Et son décès m'a beaucoup marqué, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aussi accompagné. Il y avait aussi des personnes comme Sidi Guéignan, comme Omar Guissé. Voilà, c'est des gens vraiment qui nous ont beaucoup accompagnés. Donc Alassane Guissé, lui, c'est vraiment le professeur. Donc il ne tarit pas d'enseignement. Ah, okay. C'est-à-dire il est très ouvert pour donner de l'expérience, pour donner des conseils, pour qu'on puisse mieux avancer dans ce processus de développement. Et on a bénéficié, on continue d'en bénéficier. Et je pense que chaque fois, je prends exemple sur lui pour dire que voilà, quelqu'un qui est mon référent aujourd'hui, pour qu'on puisse vraiment continuer sur la voie qu'on s'est tracée. Et votre passage au niveau de l'ARD? Donc, au niveau de l'ARD, j'occupe toujours le poste de chef d'antenne départementale pour Tamba et Koumpentoum. Et dans les missions, c'est des missions d'assistance technique aux collectivités locales de mon département. Donc, à ce titre, je travaille
avec les maires actuels, comme je le faisais avec les anciens PCR. Je travaille aussi avec les groupements, les associations de jeunes, etc. Donc chaque fois que je suis interpellé pour des études de projet, pour donner un avis, pour des formations, pour l'élaboration de TEDR, l'élaboration de documents de planification. Donc on s'active avec l'aide de la direction pour exécuter ces missions qui nous sont... Alors au niveau de l'ARD également, vous êtes un service technique, mais pratiquement il y a beaucoup de populations également qui ignorent. Alors souvent vous organisez des portes ouvertes. Au niveau de l'ARD, je pense que les populations connaissent très bien l'ARD. Parce que tout simplement, les projets qui sont pilotés par l'ARD sont au bénéfice de ces populations. Les maires, les présidents de conseils départementaux, les maires des différentes communes travaillent en étroite collaboration avec l'ARD. Les agents de l'ARD sont sur le terrain, animent de grandes rencontres, que ce soit pour des formations, des ateliers, des diagnostics, etc. Ça permet aux populations de bien connaître l'ARD. Et c'est pour cela qu'on est tout le temps sollicité par ces populations pour des appuis techniques ou la recherche de financement ou la recherche de projets afin de les aider à promouvoir leur autodéveloppement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, si vous parlez de l'ARD, beaucoup connaissent très très bien l'agence régionale de développement. Alors je vois que très sincèrement vous avez gagné en expérience avec votre passage au niveau de l'ARD et également au niveau du GADEC. Et aujourd'hui vous avez, avec des amis bien entendu, créé La Voix. Pourquoi La Voix? Pourquoi La Voix? Parce qu'avant 2006, il faut dire que j'étais dans un quartier défavorisé. Alors, il y avait trop... Lequel? Quartier Plateau. En 2000, de 2000 à 2006, vous imaginez, le quartier Plateau, c'était un peu la brousse, quoi. Voilà. Donc, les besoins étaient immenses. Les jeunes étaient vraiment déboussolés à eux-mêmes. Il n'y avait aucune prise en charge de ces problématiques que posaient les jeunes. Alors, les quelques travailleurs qui étaient au niveau de Plateau comme nous, on était tout le temps sollicités. Donc, on s'est dit, je me suis dit, mais avec certains jeunes, je me suis dit, mettons en place quelque chose qui va nous aider à vous former, à préparer votre avenir et à vous aider même à avoir quelque chose pour régler vos problèmes quotidiens. Donc, c'est dans cette logique qu'on a créé La Voix. Après la création de La Voix, on s'est engagé maintenant dans la formation continue des jeunes. Ça continue jusqu'à présent. Même aujourd'hui, il y a une formation des jeunes de la tranche de 10 à 15 ans. Donc, ils sont en formation. Présentement, normalement, à l'école Plateau 2. Et, vous les formez en quoi? Sur beaucoup de thématiques. Que ce soit sur les violences, sur les droits des enfants, sur comment planifier une activité, sur le paludisme, sur la santé des jeunes de manière générale. Voilà, sur les techniques d'animation et autres. C'est pour cela, je me rappelle, quand les jeunes aujourd'hui qui pilotent La Voix, quand ils étaient au collège, dès qu'un d'entre eux prenait la parole dans une classe, on lui disait « Est-ce que tu ne fais pas partie de La Voix ?» Donc c'était devenu vraiment une marque à l'époque. Donc ça a créé un déclic et beaucoup de jeunes ont intégré La Voix parce que nous avons un programme vraiment de formation, d'accompagnement et vraiment de partage même des ressources qui sont générées par les différents... Alors, donc si je comprends bien, les jeunes ont répondu favorablement à votre appel et pratiquement vous êtes en train de réussir. Quel est votre secret réellement? Le secret, bon, il n'y a pas de secret. Je dis souvent que quand on est leader, il faut partager, il faut donner le pouvoir, il faut permettre à ceux qui sont là de s'exprimer, de se dire ce qu'il est capable de faire, moi aussi je suis capable de le faire. Donc il faut lui donner le courage. Parce que je suis président, je peux faire exprès de commettre des erreurs pour qu'ils se disent, mais donc si Bouba qu'on prend comme un Dieu, si lui il commet des erreurs, cela veut dire qu'il n'est pas un Dieu, c'est un simple être humain comme nous. Bien sûr. Donc eux aussi, ils prennent des décisions et je les accompagne dans ces décisions. Et on fait tout pour que ça réussisse. Donc quand ça réussit,
ça leur permet de se dire, ah, j'ai confiance en moi, donc ma proposition que j'avais faite, c'était bien. Donc prochainement, je vais faire une nouvelle proposition. Donc ça leur a donné le courage, et j'étais là juste pour accompagner, pour conseiller, et être devant aussi pour tirer quand il faut. Et voilà. Donc je dis souvent que la fierté que j'ai au niveau de la voix, par rapport aux associations que j'ai connues, à l'expérience de la vie associative que j'ai connue, de 2006 à maintenant, on ne s'est jamais réunis pour que quelqu'un pose la question de savoir où est l'argent, qu'est-ce qui a été fait de l'argent, etc. Donc, si je comprends bien, il y a une traçabilité de tout ce que vous êtes en train de faire. On a tout ce qu'il faut. On a les rapports, il y a les plans d'action, il y a tout au niveau de la voix. Donc aujourd'hui, les réunions de la voix, les jeunes pensent à activité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on doit le faire? Je suis prêt à le faire. Parfois, même pour les âgés, trouver des volontaires pour être membre du bureau, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être relais. Donc, on s'est dit que dans l'esprit des jeunes de la voix, être membre du bureau, c'est vraiment les paresseux, quoi. Ah, ok. Ouais. Donc, personne ne lutte pour être membre du bureau, mais tout le monde lutte pour être relais. Parce que quand tu es relais, tu es vraiment sur le terrain, tu es actif. Et c'est toi qui pilotes, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui conseilles les membres du bureau. Et les relais sont rémunérés ou bien comment ça se passe? Les relais, en fonction des projets qu'on a, des subventions qu'on reçoit, les relais sont rémunérés sur la base de ce qu'on a et sur les propositions du partenaire qui accompagne le projet sur lequel nous sommes en train de nous investir. En tout cas, je vois aussi que vous avez réussi votre implantation. Alors, vous êtes uniquement au niveau régional ou bien comment ça se passe? La voix, pour le moment, nous sommes au niveau régional, au niveau de Tamba. C'est une association de jeunes qui intervient surtout au niveau de Tamba. Notre zone d'intervention couvre 7 quartiers à l'est de Tamba, mais également une quinzaine de villages au nord. Donc nous avons des cellules. Ok, maintenant le choix de ces quartiers-là, comment vous l'avez fait réellement? Parce que si je comprends bien, par exemple, mon quartier n'en fait pas partie qu'en Navétane. Le choix des quartiers est normal. La voie a été créée dans le quartier Plateau. Oui. Donc nous avons mené des activités dans le quartier Plateau. Nous nous sommes étendus tout doucement sur les quartiers périphériques. Mais cela ne nous a pas empêché, avec d'autres associations partenaires au niveau de Tamba, d'intervenir avec eux autour d'activités similaires. Donc nous avions même mis en place un collectif qui regroupait une quinzaine d'associations. Et voilà, ça a fonctionné quelque temps. Après, bon, il y a eu des soucis, mais il est toujours là. C'est juste, il a besoin d'une redynamisation pour que ça continue de fonctionner. Donc, nous avons mené des activités avec certaines associations comme Sarissa, comme Abattoir Complémentaire, comme Medina Kouraken Zambougou, Dépôt, etc. Il y a des associations qui sont là-bas, qui sont partenaires de ce collectif, avec lesquels nous avons mené des activités. Mais il faudrait aussi que c'est une petite association, c'est le nom qui est très grave, c'est une petite association, vouloir intervenir partout, alors qu'on n'a pas les moyens, bon, ça posera des problèmes. Et maintenant, pour les quartiers restants, en fait, qu'est-ce que vous les réservez réellement? Ou bien ils seront continuellement laissés en rade? Ils ne seront pas laissés en rade. Ils seront pas laissés en rade parce que nous avons des amis dans ces quartiers, nous avons des copains, des camarades, etc. Donc, on est en train de voir comment, avec ces amis qui sont dans ces quartiers, ne pas créer des cellules, mais s'il y a des associations dans ces quartiers, nouer des partenariats pour leur faire bénéficier de notre expérience. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'association La Voix est régionale, mais réellement, est-ce que vous êtes présent à Bakel, à Goudiri et à Kopentoum? Donc, si je dis régional, ce n'est pas en termes de représentativité, mais c'est en termes de possibilité d'intervention. Voilà, La Voix peut très bien organiser une activité à Bakel, à Kédougou, partout dans la région, si les moyens sont disponibles. Parce que dans toutes ces localités, nous avons des connaissances, nous avons des anciens camarades qui peuvent très bien préparer le terrain pour une activité de La Voix. Donc avec les moyens logistiques que nous avons, donc on peut très bien effectuer des déplacements pour pouvoir faire des activités et revenir sur Tamba. Alors, parlez-nous de vos partenaires.
La Voix, les partenaires de La Voix, c'est surtout des partenaires techniques. Nous avons 2 partenaires financiers qui sont aujourd'hui, anciennement ICD Afrique, mais aujourd'hui CRS, que je remercie. CRS, c'est-à-dire Catholic Relief Service. Donc depuis 3 ans, vraiment, cette ONG nous accompagne. Et son accompagnement nous a permis aujourd'hui d'être véritablement fonctionnel, de disposer d'une permanence, d'une salariée qui assure le suivi quotidien de l'ensemble des activités, qui coordonne les relais, vraiment qui pilote l'ensemble des activités. Donc à terme, comme je l'ai taquiné souvent, c'est une dame, donc je lui dis, tu vas devenir secrétaire exécutif de l'association La Voix. Donc comme je le fais aujourd'hui avec l'association Amicus Solidarité. Donc toutes les ONG ont commencé comme ça. Un jour, tu seras véritablement la patronne d'une grosse organisation. Moi je voudrais savoir comment vous avez fait pour décrocher réellement ces 2 partenaires, à savoir ICD Afrique et CRS. Depuis le début, j'avais dit aux jeunes, et je le dis à tous ceux qui viennent me demander des conseils pour association. Je dis, la force d'une association, c'est les membres d'abord. C'est vos jambes, c'est vos bras, c'est vos yeux, c'est votre bouche, c'est votre cerveau. Si vous démarrez une association en disant, on va chercher des financements, ce n'est pas la peine. Il faut dissoudre l'association, vous n'irez nulle part. Comptez d'abord sur vous-même. Menez vos propres activités. Les partenaires vous verront à l'œuvre. C'est eux-mêmes qui viendront ou qui vont vous appeler pour vous confier des activités. Mais si vous êtes là à aller chercher, vous n'aurez rien parce que personne n'a confiance en vous. Parce que vous n'avez pas encore fait vos preuves. Il faut faire vos preuves. Il faut l'expérience. Il faut montrer que, avec ou sans appui, vous êtes capable de faire des choses. Et nous, ce n'est pas les programmes de CRS qui nous empêchent de mener nos propres activités. Ce n'est pas les programmes de ICD Afrique qui nous empêchent de mener nos propres activités au sein de la Voix. Nous avons des activités propres que nous menons en marge maintenant de ce qui nous est confié comme tâche. C'est vrai que ça inclut les activités, nos programmes d'intervention en termes de sensibilisation, mais nous intégrons aussi tout ce qui est propre à la Voix et nous utilisons nos propres ressources humaines et techniques, matérielles, pour mener ces activités. Sans prétendre à des paiements ou autre. Ok. Et comment se fait l'adhésion au niveau de la Voix? L'adhésion est très simple. Vous versez votre cotisation de 100 francs. Vous vous inscrivez Vous dites 100 francs? 100 francs. Pourquoi 100 francs? 100 francs ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est modique la somme. Voilà, vous avez dit 100 francs. Le principe. C'est parce que j'ai toujours dit, ne mettons pas l'argent en avant. Dès qu'on met l'argent en avant, c'est des blocages. C'est foutu. Tout le monde va penser à l'argent. Nous, on met en avant l'action de la personne. Vous êtes là, vous avez des capacités, vous mettez vos capacités à la disposition des populations dans les activités qui sont planifiées par l'association. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas l'argent. Les 100 francs, moi je cotise mes 100 francs. Tout le monde cotise ses 100 francs. Donc 100 francs, c'est 100 francs annuels. Par mois. Pardon, mensuel. Mensuel. Mais c'est juste symbolique. C'est l'action de la personne qu'on cherche. Et si cette personne est bien active, c'est mieux. Une personne qui nous amène des millions après qui disparaît, ça ne sert à rien. On veut vraiment les compétences de la personne, qu'il vienne mettre ses compétences au bénéfice des populations. Et vous avez aussi des cartes de membres? On a des cartes de membres, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que sur ce plan, on n'est pas très dynamique, parce que je pense que c'est peut-être une faiblesse, on peut dire que c'est une faiblesse, parce qu'on met beaucoup l'accent sur l'action, sur les activités, au détriment de toutes ces formalités pour nous qui ne servent pas à grand-chose. Aujourd'hui, quand on demande les résultats d'une association, c'est des résultats d'activité, c'est des résultats en termes vraiment d'impact de l'action en direction des populations. Ça vaut mieux que toutes ces paperasses qui sont importantes, mais voilà, la première chose d'abord, c'est de mettre l'accent sur les résultats. Ok, en termes de nombre, vous pesez combien? On n'est pas très nombreux. Je pense qu'on a une vingtaine de relais. Ensuite, si on comptabilise aussi les différentes cellules et les autres membres, on peut tabler sur une soixantaine de membres au niveau de
l'association. La liste est avec l'animatrice principale. Lors de nos 10 ans qu'on a fêté en 2016, on avait refait actualiser la liste. Je pense que ça a dépassé la centaine de personnes, quoi. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez dit que vos relais en fait sont les plus opérationnels. Alors est-ce que ces derniers sont bien formés? Aujourd'hui, l'association La Voix dispose d'une pépinière qui peut travailler dans n'importe quel programme. Vous prenez un de nos relais, vous lui confiez une moto, vous lui confiez un plan d'activité, vous lui dites voilà les résultats dont j'ai besoin, rassurez-vous, il va vous donner ces résultats en un laps de temps. Parce que c'est une formation continue qu'on a mis en place. Et ça continue. Je vous le disais tout de suite, des jeunes de 10 à 15 ans sont en train de faire leur formation ce matin. Oui, oui. En tant que, bon, je suis le président, mais comme je ne maîtrise pas tout ce qui se fait, et voilà, je ne sais pas encore quelle est la thématique de ce matin, mais certainement ça concerne des échanges internes avec les jeunes. Donc, tous ces jeunes qui sont relais aujourd'hui ont été formés d'abord par La Voix, ont été formés aussi par d'autres partenaires techniques comme le district sanitaire, comme CRS, et nous, on continue tout le temps ce recyclage. Tout le temps, on fait des recyclages sur le palu, sur la santé maternelle, sur le VIH-Sida, sur la tuberculose, sur la santé des jeunes de manière générale, sur les stratégies de développement, etc. Donc, ils savent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils doivent faire, et pourtant, c'est des élèves. Mais vous leur donnez une moto, vous leur donnez un plan d'activité, et ils vont vous exécuter ces activités, que ce soit en termes de causerie, de visite à domicile, d'animation, de mobilisation sociale, de collecte de données, etc. Parce que même dans le cadre des enquêtes de terrain que nous faisons par l'intermédiaire de Ambikoun, on les implique. Donc ils participent aux enquêtes sur les revenus des populations, sur les ménages, sur la nutrition, etc. Ils participent à toutes ces enquêtes. Donc ça permet d'ouvrir leur esprit sur l'ensemble des actions de développement qu'un jeune doit mener dans sa localité. Donc à côté de ces techniciens, bien entendu, il y a les membres de bureau, en fait les élus. Alors, quel est leur travail réellement? Leur travail, c'est de coordonner. En tant que président, je coordonne de manière globale. Mais j'ai un vice-président aussi qui est là. J'ai un secrétaire général, une secrétaire générale, avec son adjointe, elles sont 2 dames. Et j'ai également un trésorier qui a aussi son adjointe, qui est aussi une autre fille. Donc si je comprends bien, vous avez respecté le genre. Le genre, la parité, ça c'est depuis 2006. Depuis 2006 qu'on a mis en place l'association, la parité, elle est toujours là. On n'y a jamais dérogé. Donc, nous, on se charge vraiment de la coordination de l'ensemble des actions. On se charge de la gestion des conflits, de tout ce qui peut ternir l'image, de tout ce qui peut constituer des blocages ou créer des problèmes futurs. On est là pour identifier et pour essayer de gérer. Et le renouvellement des instances? Il se fait tous les 3 ans, de manière globale, mais chaque année, si les membres sentent qu'il y a nécessité de renouveler partiellement, on fait un renouvellement. Parce que des gens sont dans le bureau, ils se marient, ils s'en vont. C'est normal. D'autres aussi ont une autre vie professionnelle qui les empêche d'être membres du bureau. Voilà, donc parfois, chaque année, si des membres du bureau se sentent indisponibles, on peut les libérer et faire remonter d'autres jeunes qui intègrent le bureau. Alors si je comprends bien, vous êtes président de La Voix depuis 12 ans. Est-ce que c'est pas trop aussi? Est-ce que réellement il y a la démocratie? Est-ce que vous ne serez pas également un président à vie? Pour le moment, c'est une volonté des jeunes. Je vous l'ai dit que je ne sers plus à rien au niveau de l'association. Je suis juste là pour signer. Pour coordonner. Pour signer. Et au moment de président, je dis de toute façon, ne me mettez pas en prison. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien on a dans le compte de l'association. Peut-être le trésorier Babou pour vous le dire. Donc cela veut dire que je pense que à défaut d'être un président d'honneur, ils me maintiennent à mon poste. Parce que voilà,
je l'ai satisfait à ce poste. Mais en réalité, je suis un président qui ne gère absolument rien. Et votre siège, est-ce qu'il est fonctionnel? Il est fonctionnel. Nous avons un bureau, nous avons des équipements informatiques, nous avons du mobilier, on a tout ce qu'il faut. Nous avons un magasin où on a de la sono, vidéoprojecteur, écran, groupe électrogène. On a tout ce qu'il faut vraiment pour mener nos activités sans aller louer quoi que ce soit. On a une vingtaine de les bancs là pour permettre aux participants à des réunions de s'asseoir. Voilà. Vraiment, on a mis l'accent sur l'acquisition des équipements, du matériel, au détriment voilà, d'aller louer. Parce que les activités peuvent se passer n'importe quand. Donc il faut avoir tout ce dont on a besoin à disposition pour pouvoir faire ces interventions très très rapidement. Merci M. Boubacar Siddiké Sankaré. Donc je rappelle que vous êtes notre invité du jour. Alors votre logo en tout cas j'ai bien apprécié. Alors est-ce que vous pouvez en fait le décortiquer pour nos auditeurs? Le logo de la voie. Le logo de la voie c'est le chemin. Okay. Donc depuis la création de la voie, on s'est dit, on va montrer le chemin. On va montrer le chemin du développement. Et on est sur cette logique. C'est pour cela, sur le logo de la voie, vous voyez un groupe de jeunes qui se tiennent la main, qui sont sur un chemin. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est un groupe de jeunes à voir? Bon, on a des jeunes, des enfants, on a des adultes. C'est un groupe. Ah ok, voilà, okay. C'est un groupe. Okay. On n'a pas, c'est des images. Oui. Il y a pas, on ne peut pas déceler les visages, mais on a un groupe. Il y a 4 personnes, donc adultes, jeunes et enfants. Donc c'est ces tranches d'âge, voilà, à qui nous nous sommes dit, on va montrer le chemin. D'abord nous-mêmes, on s'est montré le chemin. Maintenant il faut montrer le chemin aux autres. Et ça a marché. Parce que même ceux qui, si je prends le programme de microcrédit, qu'on avait initié une fois, les paysans nous disaient, on ne savait pas. Maintenant, on connaît le chemin. Donc, quand on a arrêté le programme, eux-mêmes, ils allaient chercher leur propre crédit de campagne pour financer leurs activités. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours procédé. Que ce soit en sensibilisation ou autre, on montre le chemin. Des femmes qui ne connaissaient pas les structures sanitaires, des personnes qui ne connaissaient pas les services techniques, l'administration, qui avaient peur même d'aller dans un service ou peur même d'aller voir le gouverneur, le préfet ou autre, on leur a montré le chemin. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas comme maintenant, quoi, où n'importe qui peut aller. Voilà. Donc, notre souci, c'était de montrer le chemin du développement à la population pour que tout le monde s'y engage. Ok. Alors, vos cibles, c'est uniquement les jeunes? Nos cibles, c'est tout le monde. Parce que les jeunes, nous les formons, nous les encadrons, nous éveillons leur esprit vers le développement. Les adultes, nous les aidons on a aidé beaucoup de personnes à trouver des financements. On a aidé beaucoup de personnes à comprendre la santé communautaire, les problématiques de développement, comment on doit gérer les problèmes de quartier. On a aidé des adultes, je peux dire, parce que c'est des parents d'élèves, à construire une salle multifonctionnelle dont on a équipé une bibliothèque et la salle de réunion, la salle informatique, puisqu'on n'avait pas voilà, les fonds nécessaires. Pour le moment, elle n'est pas disponible. On a construit un bureau pour une école primaire. Voilà. Donc, parmi ces actions, il y en a qui touchent les jeunes, les enfants, mais également les adultes. Sur certaines de nos actions, on forme les femmes allaitantes à s'occuper de l'hygiène de leurs enfants, comment s'occuper de l'alimentation, etc. Voilà, on a fait tous ces genres d'activités. Donc,
nos actions touchent et les enfants, et les jeunes, et les adultes. Merci, M. Boubacar Siddiké Sankaré. En tout cas, très sincèrement, je suis très séduit et même je suis tenté de vous dire, en tout cas, bravo pour les différentes réalisations au niveau de la région de Tambacounda. Mais en tout cas, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est les finances. Oui. Les finances, c'est nos propres ressources. Je dis souvent aussi à des jeunes qui viennent et qui disent que voilà, on veut s'inspirer de la voix. Je leur dis, la voix, la chance qu'on a, moi je travaille. Je n'hésite pas à prendre mon argent pour financer, pour motiver, pour encourager. Ceux qui sont aussi avec moi agissent de la sorte. Donc on ne regarde pas la caisse de l'association pour s'enrichir, mais on enrichit nous-mêmes l'association. Ça, c'est un. Deuxièmement, les partenaires qui nous accompagnent mettent à notre disposition aussi des ressources financières. Ces ressources financières nous permettent de financer l'activité, mais de disposer du fonctionnement nécessaire pour pouvoir piloter, coordonner l'ensemble de ces activités. Donc, je vous disais que nous avons une animatrice. Voilà, c'est pas, elle n'est pas payée, elle n'est pas salariée par le projet, mais elle est salariée par voilà, les retombées que nous avons dans les différentes activités. Par exemple, moi, si je vais pour animer une causerie ou une action, si ce qui était prévu pour moi, par exemple, c'est 1000 francs, je prends 250, les 750, je les reverse dans la caisse de l'association. Et ces 750 cumulés avec d'autres, qu'on parvient à payer l'animatrice. Et ça se passe comme ça? Ça se passe naturellement comme ça et vraiment tout le monde adhère à cette stratégie. Ça ne nous empêche pas, nous qui sommes, voilà, qui avons des opportunités pour travailler, pour disposer de salaires mensuels, de prendre aussi de notre argent, mettre dans la caisse pour motiver voilà, l'animatrice principale qui assure la gestion quotidienne de l'association. Donc, les ressources, c'est ça. Alors, quoi que l'on puisse dire, la voix est visible. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur votre plan de communication? Notre plan de communication repose essentiellement sur les actions que nous menons sur le terrain, les gens, ce qu'ils voient, les populations qui parlent de la voix. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, nous avons une page Facebook qui est aussi bien suivie de par les retours que nous avons. Voilà, beaucoup de personnes nous appellent. Oui, on a vu ça, on a vu ça, on a vu que vous faites beaucoup de choses. Vraiment, c'est très bien. Mais un plan de communication aussi, l'élaborer pour ne pas l'appliquer, ça ne sert à rien. Parce que si on élabore un plan de communication et qu'on n'a pas les ressources pour financer ce plan de communication, ça pose problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de site internet. Nous n'avons pas voilà, les outils, les plaquettes, les dépliants, voilà, les flyers, etc. Parce que c'est de l'argent, ça coûte. On n'a pas les capacités, on n'est pas des infographes, on n'a pas toutes ces compétences. C'est des compétences à chercher, à payer, voilà, pour que des produits soient mis à disposition. Mais les outils qu'on peut gérer nous-mêmes, nous sommes en train de le faire. C'est la communication que nous faisons sur le terrain, mais également c'est notre page Facebook. Et c'est ces opportunités que vous nous offrez à Betawe FM de nous inviter pour parler de notre association. Voilà, c'est surtout ça. Et nos partenaires aussi nous aident à communiquer sur notre association. Parce que si je prends le poste de santé de Afia, dès que des gens arrivent et disent voilà, on cherche une association dynamique dans le quartier, automatiquement il dit allez voir la voix. Alors pourquoi vous n'avez pas cherché un protocole d'accord avec en fait les radios de la place? Là sûrement elles vont couvrir moyennant rien donc toutes vos activités. Bon, on souhaitait, mais en guise, l'expérience que j'ai eue, c'est vrai que quand on dépose une demande de couverture d'une activité, les gens nous disent, voilà, il faut prendre en charge, Oui, là c'est différent. C'est pourquoi je vous ai dit en amont qu'il faut qu'il y ait donc un accord, un protocole d'accord donc avec les deux parties. Et là ça se passe aisément. D'accord, on va essayer. Peut-être qu'on n'y avait pas pensé.
Parce que la démarche qu'on avait, c'était juste quand on a une action, on vient informer la structure de communication. Et parfois elle vient, parfois voilà, on nous demande des prises en charge. Et si on n'a pas, voilà, les gens ne viennent pas. Mais on va lancer cette démarche pour voir si ça réussit. Je vais vous remercier vraiment de nous avoir donné cette idée. Mais en tout cas, il faut essayer. On va essayer. C'est sûrement, en fait, vous allez réussir. Ouais. Alors maintenant, on va parler de ICD Tambacounda. ICD Tambacounda était le répondant d'ICD Afrique, qui est une ONG française créée en octobre 2005 en France par Henri Dalbiès, qui était chargé de programmes et qui suivait des programmes au niveau de Dialakoto et de Boudiri. Donc quand il a créé ICD Afrique, j'ai été coopté pour piloter les programmes au niveau Sénégal en tant que directeur national, sous l'autorité du directeur de l'ARD, qui a signé une convention avec ICD Afrique pour me permettre de piloter les programmes d'ICD Afrique. Okay. Donc ça s'est développé. Voilà, pour avoir certains financements, il faut être une structure nationale. Donc on a créé ICD Tambacounda. Donc ICD Tambacounda en 2010, 6 ans après, on s'est rendu compte que les partenaires éprouvaient souvent des difficultés pour éviter la confusion entre ICD Afrique et ICD Tamba. Alors on a changé le nom et c'est devenu Ambekoun Solidarité. Alors pourquoi Ambekoun? Parce que je vois que c'est un nom bambara, si je ne me trompe. C'est un nom bambara qui signifie on a tous de la place. C'est comme si vous disiez, voilà, Kambin, Benkadi, voilà, Djekafo, etc. C'est Mbolo, Dego, Entente, Kaoral, Dental, etc. Donc, puisque tous ces noms existaient, on a voulu innover en trouvant un nom assez original. Et c'est comme ça que Ambekoun est venu. Et ça a fait tilt. Tout le monde parle de Ambekoun, Ambekoun, Ambekoun. Alors que c'est juste un nom comme tant. Alors, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui différencie la voix de Ambekoun Solidarité. Ambekoun Solidarité est la voix, je peux dire même que c'est la voix qui a contribué à créer Ambekoun Solidarité. Parce que c'est les membres de la voix qui sont sur le plan professionnel au niveau de Ambekoun. Mais au sein d'Ambekoun aussi, puisqu'on est une structure professionnelle, on a ouvert la possibilité à des professionnels d'intégrer l'association. Donc il y a presque 80% des membres de Ambekoun ne sont pas membres de la voix. Même le personnel, la plupart, ce n'est pas des membres de la voix. D'ailleurs, même pour le personnel, c'est appel à candidature. Ce n'est pas un recrutement qui se fait yamaner, quoi. C'est appel à candidature, la sélection se fait, et quand elle est validée, l'entretien et la personne est recrutée. Voilà. Donc c'est comme ça que Ambekoun fonctionne avec la voix. Évidemment, la proximité, elle est là, parce que le secrétaire exécutif de Ambekoun est le président de la voix. Le président de Ambekoun, il est le vice-président de la voix. Voilà, la trésorière, c'est une membre de la voix. Et voilà, donc l'un dans l'autre. Et mieux encore, les populations que nous appuyons sont toutes des villages qui disposent de cellules, la voix. Voilà, donc l'un dans l'autre, voilà, il n'y a pas trop de différence. L'essentiel, c'est de pouvoir trouver des outils pour activer le développement pour lequel on s'est fixé. Alors, réellement, quels sont les objectifs de Ambekoun Solidarité? Ambekoun se veut une organisation qui promeut l'entrepreneuriat, que ce soit féminin, jeune ou autre. Donc, on s'est fixé cet objectif. Donc, c'est en 2017 vraiment que Ambekoun a pris son autonomie en tant que tel. Donc, c'est vrai que c'est depuis 2010, mais en termes d'autonomie, Ambekoun est véritablement devenu autonome en 2017. Donc, elle est encore jeune. Et on n'a que 2 ans. Voilà, si j'intègre 2018. Donc, on s'est fixé comme objectif de promouvoir l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tous les gros programmes qui viennent, c'est infrastructure, infrastructure, infrastructure. Mon expérience avec l'ARD m'a permis de comprendre qu'il est bien de construire un poste de santé, par exemple. Mais si les populations qui doivent fréquenter ce poste de santé ne disposent pas
de l'argent pour acheter le ticket, donc ce poste risque de ne pas fonctionner. Et on l'a vu dans beaucoup de postes, les ICP, ils ne durent pas. J'ai discuté avec deux qui m'ont dit que moi, je vais partir parce que je risque de perdre mon savoir-faire. Parce que j'ai pas suffisamment... Parce qu'ils ne pratiquent pas. Voilà, ils ne pratiquent pas. Les populations n'ont pas suffisamment de revenus pour fréquenter la structure. Vous voyez. Donc, on s'est dit, alors, essayons de promouvoir l'entrepreneuriat, développons des activités avec les populations qui leur permettront de générer des revenus, de disposer suffisamment de ressources pour pouvoir utiliser les infrastructures qui sont mises à leur disposition, que ce soit école, santé ou autre. Donc il faut que les populations disposent de ressources suffisantes. Donc c'est dans cette logique qu'on s'est engagé avec des groupements de femmes surtout, parce que pour le moment c'est nos premières cibles, pour les aider à disposer de revenus suffisants et de pouvoir assurer leur autopromotion. Donc, dans le cadre de l'approche genre, on a poussé ces GIE de femmes à s'ouvrir, à intégrer les hommes, à intégrer les jeunes. Parce que pour chaque tranche d'âge, pour chaque cible, des actions, des activités spécifiques peuvent être menées au sein du GIE. Les femmes, souvent, elles sont analphabètes. Les jeunes qui intègrent les GIE ont fréquenté l'école ou continuent à fréquenter l'école, peuvent les aider à tenir les outils de gestion. Les hommes qui sont là peuvent aider à la communauté à s'approprier le GIE, à s'approprier l'action, mais aussi à donner une dose même de légitimité à l'intervention ou aux actions des femmes. Ça évite qu'un homme se dise, moi, ma femme, elle n'est plus disponible pour la maison, allez, il faut quitter le GIE. Mais puisque les hommes sont là, eux-mêmes peuvent dire, c'est vrai, aidons nos femmes, parce que ce qu'elles sont en train de faire, c'est pour nous, c'est pour nos familles, c'est pour nos communautés. Les partenaires de Ambekoun. Les partenaires de Ambekoun a comme partenaire principal aujourd'hui l'ULB Coopération, qui est une ONG belge basée en Belgique. Le chargé de projet, d'ailleurs, il sera là cet après-midi, Thierry de Coster, avec une collègue qui est chargée du suivi et évaluation. Donc on va le recevoir pendant 3 jours pour un peu assurer le suivi du programme de petit entrepreneuriat rural que nous sommes en train de conduire. Donc, à côté de l'ULB, nous avons aussi ICD Afrique toujours. Parce que, d'une part, l'ULB nous aide à avoir des financements, à répondre à des appels à projets, mais puisque l'ULB est belge, elle ne peut pas trouver des financements en France. Le Sénégal est un pays qui a une coopération avec la France. Donc, c'est de l'histoire d'abord. Donc, avec ICD, ça nous permet de mobiliser aussi des financements français. Donc, ça me permet de vous poser la question. Est-ce que financièrement, vous êtes bien assis au niveau de Ambekoun? Au niveau de Ambekoun, bon, alhamdoulilah, on peut dire que jusqu'en 2022, on peut piloter tous les programmes que nous nous sommes fixés. On a la possibilité de payer notre personnel, d'assurer le fonctionnement. Mais cela ne nous empêche pas de rechercher de nouveaux partenaires. Aujourd'hui, Action Aid nous a sélectionnés pour mettre en œuvre leur programme de développement communautaire au niveau de Bala. Alors, vous avez parlé de 2022. Oui. Ça veut dire que vous avez un plan d'action jusqu'en 2022. C'est ça? C'est ça. De 2017 jusqu'en 2022, le plan d'action. Mais là, est-ce que ce n'est pas trop ambitieux? Il est déjà financé. On a un cadre logique. On a du personnel qui est en train de suivre. Donc, c'est pour cela la mission de suivi belge est là aujourd'hui. Chaque année, c'est une mission qui vient une fois ou 2 fois pour assurer le suivi de l'exécution des actions. Donc, c'est pas ambitieux. C'est juste que auparavant, c'était des programmes triennaux. Mais en 3 ans, le projet il démarre réellement à la 2e année. Et au moment où les choses commencent à produire, le projet est fini. Alors, Ambekoun Solidarité, c'est 2 terminologies différentes. Alors, l'une est en bambara, l'autre en français. En bambara, cela veut dire qu'on a tous de la place. Pour faire quoi? Pour faire de la solidarité. Cette solidarité, on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans.
Donc si je comprends bien, c'est une continuité. C'est une continuité. On est ensemble pour faire de la solidarité. Voilà. Donc c'est juste ça. Il ne faut pas qu'on cherche trop. Alors pourquoi aussi vous avez mélangé les deux langues? C'est là où je n'ai pas compris. Voilà. Ambekun, c'est un terme local. Oui. Solidarité, ça permet à tous les partenaires aussi de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Dès qu'on vous dit solidarité à un Français, il sait ce que c'est. À un Belge, il sait ce que c'est. À un Américain, il sait ce que c'est. Donc tout le monde comprend ce que veut dire solidarité. Ambekun aussi, nos cibles au niveau de la région, tout le monde comprend Ambekun. Sûrement, vous avez un logo au niveau de Ambekun. On a un logo. Alors expliquez-nous. Voilà. Le logo, on n'a pas voulu faire un logo avec un signe, une flèche, un motif. Non. On a discuté avec nos cibles. Quand on vous dit Ambekun, qu'est-ce que vous voyez? Les cibles ont fait des propositions. Et c'est ça qu'on a pris pour mettre logo. Et ce logo, aujourd'hui, je vous dis, quand le véhicule, on a un véhicule pick-up, quand on roule avec, partout au Sénégal, à Dakar, je suis souvent séduit, même les policiers dans la circulation, dès que le véhicule passe, ils sont là, ils regardent le véhicule. Et les gens n'hésitent pas à nous arrêter. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce logo? Et une fois, je logeais dans un quartier au HLM à Dakar, j'étais en mission, le véhicule il était garé. Les gens étaient là, autour du véhicule, à regarder, à admirer. Donc, je suis descendu, je leur ai expliqué. Donc, rien que le logo, ça communique déjà. Donc, parce que ça intéresse, ça attire le regard. Donc, quand les gens ont dit, est-ce qu'on ne va pas changer de logo? J'ai dit, pour que le logo change, il faut que nos cibles acceptent le changement. Si nos cibles se retrouvent dans le logo, on maintient notre logo. Parce que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour les populations. Donc répondons à la vision des populations, répondons aux attentes des populations. C'est ça notre démarche. Et c'est pour cela, le logo, il est grand. Il y a l'environnement, il y a l'éducation, il y a l'énergie, il y a l'hydraulique. Voilà. Tout cela se retrouve dans ce même logo. Voilà. Alors je vois également que vous avez une contrainte de temps parce que vous êtes au niveau de l'ARD, mais aussi au niveau de la voix et au niveau de Ambekun Solidarité. Alors comment vous faites? Voilà. L'ARD a une mission d'assistance aux collectivités locales. Je dis souvent que l'ARD a deux approches. L'approche projet, l'approche assistance tout simplement. L'approche associative, voilà. Okay. L'approche projet, on peut confier, comme aujourd'hui l'État le fait ou d'autres partenaires, des projets à l'ARD. Le PNDL en est un, entre autres. Donc l'ARD les met en œuvre directement. Alors, parfois aussi, pour trouver des financements, l'ARD dépose des demandes de subvention auprès des partenaires qui sont là et qui financent. Et on met en œuvre. Donc, de notre côté, l'approche associative nous permet, à travers des associations qu'on aide à créer, à trouver des financements, à trouver des partenaires pour ces mêmes populations. Vous voyez? Donc, l'un dans l'autre, ça permet à l'ARD d'être là, voilà, pour chapeauter véritablement le développement au niveau régional. Et c'est ce qu'a compris le directeur dès le début. Il nous a dit, vous êtes jeune, vous venez de l'université, vous avez des connaissances. L'ARD est un outil de développement. L'ARD est une mine d'or. Donc, faites tout pour impulser le développement avec les populations. L'essentiel est que c'est lui qui coordonne, c'est lui qui dispose de toutes les informations, c'est à lui qu'on va rendre compte. Et depuis 2000, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, peut-être que si on s'amusait à faire un bilan de l'ARD de Tamba, je pense que le bilan, il parle de lui-même. Parce que, vous voyez, chaque réunion de CA, c'est des félicitations qui sont adressées au directeur de l'ARD et à son équipe. Pourquoi? C'est eu égard aux actions qui sont réalisées en direction des populations. Alors, mais vous, concrètement, comment vous faites pour être productif? Parce que vous êtes pratiquement sur plusieurs branches. Ces branches ne vous empêchent pas? C'est-à-dire ces branches m'aident tout simplement à exercer ma mission en tant que chef d'antenne de l'ARD.
Parce que si j'étais juste dans mon bureau, à rester là en disant, voilà, j'attends que le directeur me confie une mission, je n'allais pas respecter la volonté du directeur ou ce qu'il nous a conseillé depuis le début. Mais les leçons qu'il nous a transmises depuis le début m'ont poussé à mettre en place des stratégies pour trouver des financements, pour trouver des appuis techniques, afin d'intervenir auprès des populations, auprès des collectivités locales. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, que ce soit au niveau de la voie, au niveau de Ambékoum, c'est pour les collectivités locales. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Ok, merci M. Boubacar Sidike Sankhare. Donc je rappelle que vous êtes le président de la Voix, mais aussi vous êtes responsable également de Ambékoum Solidarité. Alors maintenant nous allons aborder l'actualité locale, nationale et internationale. Alors pas plus tard qu'hier, notre président, son Excellence M. Macky Sall, est en Chine donc pour participer au forum de Beijing. Alors moi je voudrais surtout revenir sur la coopération sino-sénégalaise. Qu'est-ce que le Sénégal y gagne? Dans toute coopération, nous avons deux parties. Et chaque partie peut apporter sa pierre dans les échanges. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, la Chine occupe une place importante dans le monde. À défaut de dire première puissance mondiale, elle talonne véritablement toutes ces anciennes puissances qui sont là. Travailler avec un pays comme ça, qui est parti de loin pour aujourd'hui intégrer le concert des nations très puissants, c'est un prestige pour notre pays. C'est vraiment un grand bénéfice pour Ok, alors est-ce que la Chine réellement ne participe pas à appauvrir le Sénégal dans la mesure où, par exemple, quand la Chine intervient ici au niveau du Sénégal, pratiquement tous les matériaux, en fait, nous viennent de la Chine? À ce titre, je le dis souvent, tout dépend aussi de la volonté de nos dirigeants. Parce que dans une coopération, chacun tire de son côté. Les États, comme on dit, n'ont pas d'amis, c'est des intérêts. Chacun tire de son côté. Il appartient maintenant à nos autorités sénégalaises de bien défendre l'intérêt du pays et face aux intérêts aussi de la Chine. Maintenant, chacun y va de ses possibilités, de ses capacités et voilà, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut que les choses se fassent, quoi. Mais si on se laisse emporter par une puissance qui est Alors il y a un autre exemple plus patent. Il y a de cela juste 5 jours, la chancelière allemande était en visite officielle au Sénégal. Mais là surtout je voulais m'appesantir sur les échanges, parce que si on voit bien, les importations sont 100 fois plus importantes que les exportations concernant ces deux pays, le Sénégal et l'Allemagne. Est-ce que réellement ça ne pose pas problème? Oui, c'est comme partout, que ce soit avec la France ou l'Allemagne ou ailleurs, nous ne sommes pas encore arrivés à un point où nous avons une compétitivité de nos produits à l'exportation. Je le dis, je prends juste un exemple au niveau de Tamba. Nous avons un objectif de créer une ceinture maraîchère autour de Tamba pour que le marché de Tamba soit approvisionné par les populations de Tamba et réduire les importations qui viennent même de l'intérieur du pays. Il faut que le Sénégal aussi s'inscrive dans ça. Nous avons des capacités énormes de production. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne parvient pas à favoriser nos exportations? Tout ça, c'est des questions auxquelles des experts mieux que moi peuvent y répondre. Mais terre à terre, je pense qu'on a plein de capacités pour produire et plein de capacités pour transformer, emballer, conditionner et exporter. C'est un combat que le Sénégal doit mener. Alors maintenant, on va aller très rapidement, c'est des questions-réponses, parce que le temps qui nous est imparti pratiquement tire à sa fin. Alors, l'immigration clandestine, est-ce un mal nécessaire? C'est un mal nécessaire. C'est un mal
par rapport à la manière dont les jeunes s'y prennent. Il est nécessaire parce que l'immigration permet d'apporter de l'économie, d'apporter des échanges. On dirait que vous l'encouragez. Je l'encourage, j'ai dit qu'un mal, c'est la manière dont ça se fait. Ça, c'est mal. Se suicider dans le désert, se suicider dans la mer, ça, on ne doit pas l'accepter. Mais c'est nécessaire parce que les peuples ont toujours émigré. C'est des échanges. Aller découvrir ce qui se fait ailleurs, l'amener pour en faire bénéficier son propre terroir, moi je pense que c'est très bien. Ok, donc cela veut dire que là, il faut faire la part des choses entre l'émigration et l'émigration clandestine. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la manière dont l'immigration clandestine se fait qui est très mauvaise, qui tue, qui mutile, qui nous fait souffrir et vraiment qu'on veut voir éradiquer. Ok. Alors, les noyades récurrentes au Sénégal? Les noyades, c'est tout le temps cette question d'une part de l'éducation de la jeunesse, mais aussi de la surveillance des plages. On a, je le dis à Tamba parfois, je dis on a combien d'ASP dans notre ville? Combien d'ASP dans le pays? Rien que les ASP peuvent sécuriser toutes les plages de Dakar. Vous mettez une équipe de 10 ASP sur une longueur de combien? 5 km, avec un policier, avec une moto, avec les systèmes de communication, ça peut gérer. Parce que parfois, il faut prendre les mesures qu'il faut, quoi. Il ne faut pas hésiter. Il faut prendre les choses comme en main réellement, quoi. On a les forces de l'ordre qu'il faut. Ce n'est pas la peine de les maintenir dans des bureaux ou dans des camps. Il faut qu'ils sortent pour aller sécuriser le citoyen. Ok. Les enfants de la rue. Les enfants de la rue, ça c'est une... moi je le mets sur le dos de la pauvreté. Le Sénégal est un pays pauvre jusqu'à présent. La natalité est là, les familles grandissent. Parfois, l'éducation de l'enfant échappe à la famille. Pour s'en débarrasser, certains n'hésitent pas à confier leur enfant à des personnes parfois qu'ils ne maîtrisent même pas. Ou bien qui n'ont pas les moyens. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc ils confient leur enfant à quelqu'un, soi-disant aller apprendre le Coran, etc., aller se former, entre autres. Ces gens qui ne sont pas animés de bonne volonté mettent ces enfants dans une situation d'exploitation aujourd'hui qui vraiment pose problème dans ce pays. Et la mendicité galopante? Elle est de deux ordres. Ce sont ces enfants qu'on voit dans la rue, mais de notre côté, ce sont ces personnes démunies ou ces personnes même parfois qui n'ont rien, mais qui ne veulent juste pas travailler. Pourquoi tout cela tourne autour de la pauvreté? Ok, le vol de bétail au Sénégal? Le vol de bétail également, c'est la même situation. C'est des gens qui veulent facilement s'enrichir et nos parents peuls, ils ont l'habitude de compter le nombre de têtes de troupeaux au lieu d'intensifier leur élevage pour produire mieux de lait, de viande. Donc les traditions font que voilà, des gens qui se sont abonnés dans la facilité et qui savent qu'en volant 2 ou 3 têtes, ils peuvent facilement se faire de l'argent avec. Donc ils s'abonnent à la facilité. Mais là aussi, beaucoup de mesures ont été prises par le marquage du bétail à travers des modalités parfois électroniques qui permettent de repérer le bétail un peu partout où il se trouve. D'autre part aussi, l'implication des chefs de village, parce que désormais dans beaucoup de zones, les voleurs ont des difficultés pour pouvoir faire transiter le bétail, parce que dans chaque village, dès que tu transites, on peut te demander où est-ce que tu as eu ces troupeaux, et si par malheur c'est volé, on peut te prendre. Alors, l'autonomisation des femmes peine à prendre l'ascenseur. Cela, nous sommes là-dessus, mais comme je le dis souvent, on ne met pas les moyens qu'il faut pour permettre aux femmes de s'autonomiser. Ça, c'est un. Deuxièmement, on leur accorde aussi beaucoup de facilité à travers la multiplicité des interventions. Une ONG qui intervient pour un groupement de femmes peut accompagner jusqu'à 100%. Mais subitement, on voit un autre intervenant ou 2 autres intervenants qui se disent, voilà, je vais venir pour faire une formation en gestion au bénéfice de ces femmes.
alors que la première ONG l'a déjà faite, ou la première intervention l'a déjà faite, mais juste question de facilité, et se dire que voilà, on a formé ces femmes, on a fait ceci, on a fait cela, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Donc il y a souvent ce manque d'harmonisation des interventions, ce manque de cohérence dans tout ce qui se fait. Et le nouveau décret, je pense, des ONG avait imposé de fournir les rapports d'activité des différents intervenants au sous-préfet, au préfet, au gouverneur. Je pense que si c'était bien appliqué, on saurait qui fait quoi, comment et où et quand. Et là, ça permettrait vraiment de favoriser l'harmonisation et la mise en cohérence des interventions et surtout des intervenants. Parce que c'est cette multiplicité qui pousse les bénéficiaires à s'adonner dans la facilité et à se dire Boudoulio, Kenen, Bato Dem, Bato Koste. Et tant qu'on est dans cette logique, les bénéficiaires se diront toujours, voilà, quand il y a une intervention, tout le monde se mobilise et après quelques temps, on laisse tomber parce que les gens se diront, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va venir. Et c'est ce qui les bloque parfois. Et je leur dis, on veut vous assurer votre promotion, mais souvent vous ne faites pas le nécessaire. Donc il faut refuser. Vous avez un autre intervenant qui veut venir, dites-lui voilà, lui il a fait ça, vous c'est ça qu'on veut que vous fassiez. Ok. Alors, de futurs candidats à l'élection présidentielle au Sénégal de 2019 pratiquement sont hors de course. Je fais allusion à l'ex-maire de Dakar, M. Khalifa Sall, vu ce qui s'est passé hier, mais aussi M. Karim Wade. Est-ce que la politique, elle est saine au Sénégal? Bon, pour moi, la politique, c'est vraiment la définition qu'on lui donne. C'est vraiment la bonne gestion de la cité. Mais de la manière dont on l'a fait ici au Sénégal. En Afrique et un peu partout en Afrique, ce qu'on voit. Mais plus particulièrement au Sénégal. Les gens, ce qu'ils pensent de la politique, c'est de s'enrichir. Et c'est ce qu'on voit. C'est pour cela aujourd'hui tout le monde s'adonne dans la politique. Bon, pour ce qui concerne, comme vous le dites, l'écartement de certains candidats à la présidentielle, bon, moi, à mon avis, si ça suit la logique, si ça a des bases juridiques réelles, bon, les experts juridiques n'ont qu'à se prononcer. C'est vrai que j'ai fait des études de droit, mais aujourd'hui j'ai oublié le droit. Je ne m'aventure pas à vouloir intervenir dans un domaine que je ne maîtrise plus, quoi. Je laisse ça avec les juristes. Mais tout ce que je souhaite, moi, c'est que dans la politique, qu'on prenne la bonne définition de cette politique, la gestion de la cité, la réponse à apporter aux préoccupations des populations, la réponse à apporter à la défense des intérêts du pays. Si on le fait, c'est déjà bien. Voilà. Et à quand votre carrière politique, M. Sankharé? Bientôt. Bientôt. Réponse évasive. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la polygamie au Sénégal? C'est notre culture, c'est notre tradition. Aujourd'hui, je taquine souvent les jeunes parce que dans mon association, on a plein de jeunes filles. Et le constat que je fais à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes filles sont prêtes à être deuxième ou troisième. Donc cela veut dire que ce n'est plus d'actualité. Donc cela veut dire que vous l'encouragez en moi, tout cas. je suis polygame. Et vous l'assumez? Je l'assume et je souhaite que tout le monde soit polygame. Merci M. Boubacar Siddiké Sankharé. Votre dernier mot? Remercier vraiment Betawe FM et tous ceux qui ont contribué à sa mise en place, avec à sa tête M. Alassane Guissé, le conseil d'administration, et en souhaitant vraiment que cette radio puisse se développer et véritablement s'intégrer dans le réseau des outils de communication de notre région.
Merci, M. Boubacar Siddique Sankaré. En tout cas, ça a été un plaisir. Donc, je rappelle que vous êtes le président de La Voix, mais aussi secrétaire exécutif de l'association Ambekun Solidarité. Revenez quand vous voulez. Les portes, en tout cas, vous sont grandement ouvertes. Vous avez suivi votre émission hebdomadaire Betawe Actualité à la cabine technique Seydou Diop, à la présentation M. Keba Kebe. Bon dimanche prochainement. Merci.